L'association Force Cadre a pour vocation depuis 27 ans à accompagner des cadres et des managers vers le retour à l'emploi. Force Cadre organise une table ronde annuelle qui, confinement oblige cette année, nous a contraints à repenser ce rendez-vous en rencontre digitale. Nous vous invitons à suivre nos rencontres digitales dont le thème du télétravail sera décrypté et illustré par les interventions de professionnels passionnés et passionnants que vous allez avoir plaisir à découvrir ou à redécouvrir. Le thème du jour est le télétravail en Vaucluse, témoignages et prospectives. Le 17 mars 2020, la France économique a été stoppée net avec le confinement du pays pour tenter d'endiguer la pandémie liée à la Covid-19. Obligation de télétravail partout où cela était possible. Nous vous proposons donc de faire un point sur cette organisation inopinée du télétravail, car si la vision du télétravail a changé dans le monde de l'entreprise, il en demeure un sujet de controverse selon qu'on est pilote de l'entreprise, DRH, manager ou manager. En d'autres termes, le télétravail recouvre des enjeux juridiques, des enjeux managériaux, des enjeux techniques, loin d'être tous résolus, comme trois partitions d'un même morceau en cours d'écriture. Nous avons donc titré ce nouveau chapitre des rencontres digitales « Télétravail en Vaucluse, est-ce la mise en musique d'une symphonie inachevée ?» Pour en parler avec nous, Olivier Pierry, secrétaire général de CPME 84. La CPME 84 est l'organisation patronale spécifique aux PME. Elle défend et représente leurs intérêts. Elle met en œuvre des actions de sensibilisation et de formation pour accompagner les PME dans leur développement. Elle anime un réseau d'adhérents en valorisant l'échange d'expériences entre dirigeants de PME pour briser leur isolement et leur proposer des solutions sur mesure. Diane Mallet, qui est avocate et associée chez PVB Avocats. Alors Diane a commencé son activité d'avocat en 2004 chez Barthélémy Avocats, un cabinet national spécialisé en droit social. Puis en 2007, elle rejoint PVB Avocats en qualité d'associée, accompagnée de son équipe. Spécialisée en droit du travail, droit de la sécurité sociale et de la protection sociale, vous animez le pôle social du cabinet et exercez une activité de conseil, contentieux et formation. On sait que le télétravail a bouleversé l'organisation du travail. Aussi, au travers de cet observatoire qui est la CPME 84. Vous avez un panorama, un visuel de la plupart et de l'ensemble des PME du 84. Quel bilan peut-on faire de cette période ? Alors déjà, il faut remettre dans le contexte, la CPME représente les TPE et les PME du Vaucluse. Et donc, pendant le premier confinement, elles ont dû, en 24-48 heures, s'adapter de façon extrêmement urgente et rapide, dans la précipitation, à une nouvelle organisation télétravail. Elles n'étaient pas forcément habituées, elles n'étaient pas forcément préparées, elles n'avaient pas forcément l'équipement technique, mais en 24-48 heures, il a fallu précipiter les choses. Diane, compte tenu des difficultés qui ont été rencontrées, de ce que vous avez pu en voir, c'était quoi les conseils que les PME dont les PME étaient demandeuses ? Qu'est-ce qui a pu apporter votre intervention à ces entreprises ? Les questions qui nous sont remontées dans le contexte particulier de cette année 2020 touchent surtout autour de la question du cadre d'abord. Est-ce qu'il faut négocier un accord d'entreprise ? Est-ce qu'il faut adopter une charte ? Est-ce qu'il faut un avenant au contrat de travail ? Ou est-ce que finalement, on peut y aller un petit peu à l'aventure puisque le Code du travail nous dit qu'en situation notamment épidémique, on peut recourir au télétravail, l'imposer aux salariés et que finalement, il n'y a pas grand-chose à prévoir. Donc, il y a d'abord cette interrogation des clients, des entreprises sur la pertinence de poser un cadre juridique ou pas, avec parfois une difficulté à mesurer l'intérêt de ce cadre-là, où finalement, on a souvent l'impression que c'est du formalisme pour faire plaisir aux avocats. Et là, on se rend compte sur le sujet du télétravail que les enjeux ne sont pas juridiques. Le formalisme juridique, le cadre juridique, il est finalement au service des vraies problématiques du télétravail, à savoir les questions managériales, les questions RH, et puis aussi les problématiques techniques. Avec des questions pratico-pratiques de mon salarié doit télétravailler, il n'est pas équipé de la fibre, est-ce que je dois prendre en charge un raccordement au réseau fibre, par exemple. À cela s'ajoutent évidemment des problématiques sur le coût du télétravail. Qu'est-ce que l'entreprise doit prendre en charge ? Est-ce qu'il faut financer les frais ? Donc, il y a un régime qui est mal connu, peu maîtrisé, avec en ce moment une impression qu'on peut faire ce qu'on veut comme on le veut parce qu'on est en situation épidémique.
et qui du coup donne lieu à un certain désamour quand même à l'occasion de ce deuxième confinement par rapport au premier. Évidemment, moi, le conseil que je donne à mes clients, et là aussi, ce n'est pas pour faire du formalisme pour le plaisir, mais c'est parce que j'y vois un intérêt évident, c'est de poser ce cadre. Parce que ce cadre, il va permettre de se poser les bonnes questions. Qui est concerné par le télétravail? Quels salariés sont éligibles? Quels salariés n'y sont pas éligibles? À quelle hauteur? Pour quel volume de durée du travail? Est-ce qu'on télétravaille à 100%? Est-ce que c'est 2 jours par semaine? Est-ce que c'est 3 jours? Est-ce qu'on sacralise le mercredi, le vendredi, le lundi? Voilà, toutes ces questions organisationnelles. Quels sont les coûts qu'on va prendre en charge ou pas à l'occasion du télétravail? Quels sont les modes de contrôle de l'activité, d'encadrement des équipes qu'on va mettre en place? Encore une fois, le cadre juridique ici, il sert exclusivement à poser le cadre managérial, à poser et encadrer le suivi RH. D'accord. Il y a beaucoup d'entreprises qui vous ont sollicité pour être accompagnés De plus en sur ces plus, sujets. de plus en plus, si ce n'est qu'on constate, alors il y a deux choses. Il y a une grosse attente sur la négociation de l'accord national interprofessionnel qui est en cours. Et puis surtout, il y a, comme je le disais tout à l'heure, une incompréhension de la part des entreprises sur l'intérêt de formaliser quelque chose. D'accord, donc un certain nombre de résistances. Et alors, côté management, les difficultés qui sont liées à l'encadrement, au management, elles se sont traduites comment, Olivier? Déjà, ça va dépendre de la démographie du manager ou du chef d'entreprise. Selon la génération, un chef d'entreprise, d'un chef d'entreprise à l'autre, il ne va pas forcément être à l'aise avec l'outil de télétravail, déjà. La même remarque s'applique pour les salariés, à la fois exécutants ou d'encadrement. Est-ce que certains vont préférer, ont l'habitude et l'utilité de l'usage technique du télétravail, d'autres pas du tout? La difficulté qui va s'opérer aussi, c'est la difficulté de suivi, de motivation des équipes, de contrôle du temps de travail. Même s'il y a des outils, c'est pas forcément limpide. Si un manager ou un chef d'entreprise n'est pas formé à ça, c'est pas forcément inné. La cohésion d'équipe aussi, on en a souvent parlé. L'évaluation de la productivité, comment évaluer si mon salarié est productif, s'il a bien fait les tâches qui lui sont demandées ou pas. Et bien sûr aussi évaluer, c'est un vrai sujet, le risque psychosocial derrière, le risque d'isolement du salarié, le risque de démotivation. Et ça, c'est un vrai sujet puisque le dirigeant, le manager n'aura pas sous la main son salarié pour évaluer sa motivation, pour échanger, faire des échanges informels aussi, c'est important. Alors même s'il y a des outils, les chats, les visioconférences, mais c'est quand même différent que de travailler en présentiel sur un même site, dans une même salle de réunion, dans un même atelier, et d'échanger de façon informelle, de parler peut-être aussi parfois d'autres choses que du travail, de parler du contexte familial, de parler de sujets divers et variés. Ça crée du lien social dans l'entreprise et ça, c'est plus compliqué à faire. Ça va dépendre aussi du secteur d'activité, des secteurs qui sont habitués, aguerris au télétravail, la communication, les bureaux d'études, peut-être beaucoup moins que les métiers de l'industrie, peut-être beaucoup moins que d'autres professions. Le sujet est complexe et c'est pour ça qu'à la CPME, on va aussi le traiter sous plusieurs angles pour accompagner nos adhérents, puisque les retours que l'on a sont un petit peu empiriques. Oui, j'ai mis en place le télétravail, mais qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je fais c'est bien? Est-ce que je suis dans les clous réglementaires? Et puis, quel est l'impact sur l'activité de mon entreprise? Est-ce que derrière la productivité, la rentabilité sera là aussi? Ça soulève d'énormément de questions. En fait, le télétravail, c'est une forme de révolution de l'organisation du travail dans tous ses aspects. C'est pour ça qu'il faut, au sens de la CPME 84, prendre le sujet de façon extrêmement sérieuse. Donc vous arrivez vraiment auprès des entreprises avec cette démarche d'accompagnement, d'écoute de la façon dont ils sont pris et vous apportez des conseils. C'est presque du coaching ou du coaching qui reste un peu théorique, mais votre Non, niveau d'intervention, jusqu'où allez-vous dans l'accompagnement de l'entreprise? La CPME, c'est une organisation généraliste. On sait s'arrêter là où on doit s'arrêter. Donc, nous organisons un webinaire donc, sur le télétravail où on va aborder le sujet sous 3 aspects. L'aspect juridique, bien entendu, l'aspect managérial, organisationnel, et puis l'aspect technique. Donc ça, c'est de l'information générique que nous allons donner aux adhérents avec un jeu de questions-réponses à la fin. Et puis ensuite, bien sûr, c'est les orienter vers des experts du droit, du management, de l'équipement. La CPME n'a pas vocation à se substituer à des professionnels pour un accompagnement individuel. On sait s'arrêter. Nous sommes
on le dit parfois de façon caricaturale, le médecin généraliste du dirigeant, là, sa boîte à outils. Alors Diane, du coup, de votre côté, la demande des décideurs versus le télétravail, comment elle s'exprime? Alors, je dirais qu'il n'y a pas forcément de demande de la part des décideurs aujourd'hui. Moi, ce que je vois, c'est des freins. Parce qu'effectivement, comme le disait Olivier Pierry, en Vaucluse, nous ne vivons pas la même crise des mètres carrés qu'on peut la vivre dans les grandes métropoles ou à Paris, où voilà, la location ou l'acquisition de locaux professionnels étant telle qu'on préfère effectivement développer le télétravail ou du coworking et qu'on a l'habitude finalement de conduire ces relations à distance. Les freins des décideurs, à mon sens, ils sont surtout liés avec tous les a priori qu'on peut imaginer et les lieux communs qu'on peut entendre sur le télétravail, avec l'image du collaborateur qui télétravaille, qui a ses enfants à la maison à qui il doit faire classe et qui finalement rogne sur ses horaires de travail pour éventuellement jongler avec ses obligations personnelles et professionnelles. Et il me semble indispensable que les formations de management, les formations des managers d'aujourd'hui et de demain, intègrent des outils spécifiques pour encadrer une équipe en télétravail. Les conditions que vous venez ou les investissements, on pourrait dire, que vous venez de nous communiquer, qui pourraient être ou qui seront sans doute les facteurs clés de la réussite de ce passage au télétravail. Olivier, vous êtes d'accord avec ça? Un investissement managérial, un investissement technique? L'investissement, il doit, à notre sens, se porter en premier lieu sur la formation des managers et des chefs d'entreprise. Ce n'est pas inné. Diane Mallet vient de dire, le management télétravail, c'est un management bien spécifique et si les dirigeants ne se font pas accompagner, ça ne marchera pas. Mais aussi les formations pour les salariés, de façon à optimiser le temps de travail en télétravail, à faire des reportings, à être productif, à être aussi en lien avec ses autres collaborateurs, avec son encadrement. Là aussi, la formation, elle doit se faire dans les deux niveaux. La partie, bien sûr, investissement technique. Alors, on parle autant de hardware que de software. Donc, est-ce qu'il faut à mon salarié une tablette? Est-ce qu'il faut un ordinateur suffisamment puissant? Et puis, software, donc tous les programmes dédiés de contrôle, de temps, de travail collaboratif, etc. Sans oublier, bien sûr, la sécurité des données, la protection des données de l'entreprise qu'il faut sécuriser, en rappelant le RGPD quand même qui s'applique aux entreprises et que doivent respecter les salariés. Je vous remercie tous les deux pour les témoignages, les analyses et puis les propositions également, les perspectives d'amélioration de cette situation et d'accompagnement pour que les entreprises du 84, les PME du Vaucluse puissent franchir le cap de la digitalisation dans les meilleures conditions, que ce soit en termes techniques ou en termes managériaux. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ce sujet. Merci encore une fois, Olivier, de votre intervention. Merci beaucoup, Diane Mallet, également, d'avoir participé à ces rencontres digitales. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup pour cette invitation. Ne manquez pas le prochain chapitre de nos rencontres digitales qui aura pour thème le cadre réglementaire du télétravail, avec ce qui vient d'arriver, à savoir la signature de l'accord national interprofessionnel par les partenaires sociaux. Je remercie tous nos partenaires pour lesquels vous voyez les logos qui s'affichent à l'écran à l'heure actuelle, partenaires qui nous permettent de remplir notre mission par et pour les cadres de l'association. Enfin, si vous avez apprécié cette séquence, n'hésitez pas à liker, c'est par ici, ou à partager, c'est par ici, ou encore mieux, à vous abonner. Merci beaucoup et à très bientôt.